beaucoup pour cette invitation. Donc oui, on va faire un petit voyage dans l'évolution des technologies et des connaissances par rapport à l'expression des gènes et comment, depuis ces 20 dernières années, on est passé d'analyse au niveau 1D, donc linéaire de l'ADN, la séquence de l'ADN, jusqu'à tout ce qui se passe dans le contexte de la chromatine et donc toutes les protéines qui vont se fixer sur cet ADN, jusqu'à aujourd'hui une analyse au niveau du noyau où on va pouvoir avoir une idée au niveau tridimensionnel de ce qui se passe dans la régulation de la transcription. Et tout ça a été possible grâce à l'évolution des technologies qui ont permis de pouvoir faire des analyses aussi bien in vitro que ex vivo, qu'aujourd'hui in vivo. Évidemment, ces approches à l'échelle du génome ont été fortement impactées par l'évolution des technologies en génomique. Alors, qu'est-ce qu'on connaissait au niveau de la régulation de la transcription au XXe siècle? C'est qu'on avait, alors là on ne le voit pas ici, mais votre gène il va être trouvé dans cette zone-là ici, et que vous allez avoir ici en amont le site d'initiation de la transcription, c'est donc où l'ARN polymérase va venir se fixer pour démarrer la transcription, et va passer par le codon de départ de la traduction. Et donc cette zone-là où l'ARN polymérase va venir se fixer, c'est le promoteur du gène, donc l'endroit où l'ARN polymérase va se fixer. Et ensuite, cette ARN polymérase va agir en fonction d'un certain nombre de signaux qu'elle va pouvoir recevoir. Et ces signaux, ils vont venir d'un certain nombre de facteurs de transcription que vous allez pouvoir repérer au niveau du promoteur proximal. C'est donc quelques centaines de paires de bases en amont du site d'initiation de la transcription. Et ces facteurs de transcription vont agir par l'intermédiaire de corégulateurs qui vont pouvoir être soit des coactivateurs, soit des corépresseurs pour agir sur l'ARN polymérase. Mais il y a d'autres éléments régulateurs importants qui vont agir sur la transcription. Ce sont les éléments régulateurs qu'on appelle enhancer ou silencer, qui se trouvent très éloignés du promoteur. On verra un peu plus tard à quelle distance ils peuvent se trouver. Et ces facteurs de transcription qui se fixent sur ces sites eh bien, vont fonctionner comme ceux qui sont au niveau du promoteur proximal. Ils vont agir par l'intermédiaire de corégulateurs pour agir sur l'ARN polymérase. Alors comment ces données ont pu être obtenues? Eh bien, c'est surtout grâce à des méthodes de transfection et de systèmes rapporteurs dans des systèmes ex vivo, c'est-à-dire des cultures en cellules, ou des systèmes rapporteurs, comme ça, des gènes rapporteurs couplés à des séquences régulatrices, dans un plasmide, vont être introduits par transfection dans une cellule, et ces systèmes vont pouvoir s'exprimer dans la cellule, synthétiser le gène rapporteur, et la protéine rapportrice va pouvoir être mesurée. Et donc l'activité du promoteur, qui se trouve ici, va être une image de l'activité du gène rapporteur. Donc il y a un certain nombre de gènes rapporteurs qui sont des gènes en fait, qui vont coder pour des protéines qui vont être faciles à doser ou faciles à localiser. Et vous avez parmi ces gènes rapporteurs le chloramphénicol acétyltransférase, la bêta-galactosidase que vous voyez ici permet des localisations qui donnent un signal bleu, la luciférase qui donne un signal lumineux, et un certain nombre de protéines fluorescentes. Vous voyez, il y a toute une gamme de couleurs maintenant de protéines fluorescentes qui permettent de localiser, mais aussi de mesurer l'expression des transgènes. Une autre manière d'analyser pour voir comment est régulée l'expression et comment fonctionnent ces séquences régulatrices, eh bien, c'est de faire des délétions successives de différentes zones en amont du site d'initiation de la transcription. Et ici, vous n'avez que le promoteur, vous avez une activité rapportrice qui est mesurée ici. Dès que vous rajoutez toutes les séquences en amont, vous allez avoir un niveau d'expression beaucoup plus important, contrôlé par les facteurs de transcription qui vont pouvoir se lier dans ces zones. Ensuite, si vous faites des mutations, vous allez pouvoir voir sur chacune de ces zones l'importance des différentes séquences se trouvant au niveau de ces éléments régulateurs. Vous voyez ici qu'une mutation ici, en fait, n'a aucune influence sur la transcription. Donc potentiellement ici, un facteur de transcription qui se lie, mais il ne va rien se passer. Là, si on élimine les éléments régulateurs distants, ben vous voyez que vous avez une perte de niveau d'expression. Donc c'est à ce niveau-là qu'il va y avoir les éléments réellement qui vont contrôler l'expression du gène. Et si vous faites une construction particulière, vous prenez que ces éléments régulateurs distants et que vous les mettez à proximité du promoteur, vous voyez que vous avez aussi un fort niveau d'expression. Donc c'est toutes ces études ex vivo qui ont permis de pouvoir caractériser au niveau de l'ADN, au niveau de la séquence linéaire, leur importance au niveau de la régulation de la transcription. Alors, maintenant, on peut rajouter des éléments complémentaires à ce système en rajoutant un promoteur fort qui va exprimer un facteur de transcription et voir si l'expression de ce facteur de transcription va agir sur le gène rapporteur. Pour voir la fixation de ces facteurs de transcription à l'ADN, eh bien, les premières études se faisaient in vitro, où était mis en relation le morceau d'ADN qui est marqué
donc qui sert de sonde, et voir si ce morceau d'ADN va fixer la protéine d'intérêt. Et donc, si vous déposez ça sur gel, si la protéine d'intérêt va lier cette sonde, eh bien, vous allez avoir un décalage dans la migration que vous allez pouvoir repérer par une bande ensuite sur votre résultat. Ensuite, vous pouvez avoir différents types de contrôles qui, en rajoutant des sondes froides ou alors en utilisant un anticorps, vous allez avoir des variations de niveau de migration qui vont vous permettre de pouvoir caractériser la fixation de ces facteurs de transcription sur votre ADN. Mais tout ça reste in vitro et donc ça ne représente pas normalement l'image qu'on peut avoir de la fixation des facteurs de transcription in vivo. Donc voilà ce qui se passe, c'est qu'in vivo, en fait, on a cette séquence linéaire qui va être dans ce contexte dans la cellule. Et quand on regarde cette image du noyau, on voit différents niveaux de condensation de l'ADN. Vous avez les parties claires qui correspondent à l'euchromatine, qui est généralement considérée comme les parties les temps les plus actives au niveau transcriptionnel. Et vous avez aussi les parties denses, sombres, où là, vous avez l'hétérochromatine, qui est considérée comme les parties plus inactives dans le noyau. Vous avez aussi le nucléole, qui est une partie très condensée, mais c'est à la surface du nucléole que vous avez la plupart de la transcription. C'est là que sont synthétisés les ARN de transfert et une partie des ARN ribosomiques. Donc l'ADN, dans le noyau, il n'est pas nu. L'ADN, il va être compacté dans le noyau, et le premier niveau de compaction, qu'on appelle le collier de perles, eh bien, c'est la formation de nucléosomes. Et donc, l'ADN va tourner autour d'un octamère, d'un ensemble de protéines qu'on appelle les histones, pour former ce premier niveau de compaction. Ici, vous voyez votre ADN qui va faire un tour 3/4 au niveau du cœur d'histone. Vous avez ici votre cœur d'histone avec des branchements vers l'extérieur qui correspondent aux queues de ces histones. Alors, ces histones, ils ne sont pas positionnés n'importe où sur l'ADN et leur positionnement va impacter la compaction de l'ADN dans le noyau. Et vous avez des protéines, les remodeleurs, qui vont nécessiter de l'énergie pour changer le positionnement des nucléosomes. Si vous avez ici un morceau de locus d'ADN sur lequel vous avez 4 nucléosomes, eh bien, le remodeleur, s'il y a la place, il va pouvoir faire glisser les nucléosomes pour incorporer un nucléosome supplémentaire. Donc, vous allez augmenter la compaction. Si vous avez un facteur de transcription qui va vouloir se lier à votre ADN, bien évidemment, l'encombrement va influencer la fixation de ce facteur de transcription sur l'ADN. Et les remodeleurs vont à nouveau agir pour pouvoir faciliter la fixation de facteurs de transcription à l'ADN. Alors, il y a plein de choses différentes qui vont se passer, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si jamais il y a la place, les remodeleurs vont pouvoir à nouveau déplacer les nucléosomes pour ouvrir une brèche, vont pouvoir aussi éjecter un nucléosome pour pouvoir permettre au facteur de transcription de se lier, vont pouvoir relâcher l'ADN pour permettre la fixation du facteur de transcription, changer les dimères d'histone parce que vous avez un certain nombre de protéines et donc ça, en fonction de la composition du cœur d'histone, ça va entraîner des changements dans l'accessibilité à l'ADN ou alors directement éliminer une partie du cœur d'histone pour faciliter la fixation de ce facteur de transcription. Un autre point important, c'est que vous avez vu que vous avez la queue des histones qui se situe comme ça sur l'extérieur. Alors il faut voir que dans la réalité, ce n'est pas des branches toutes droites comme ça. Ces branches, en fait, sont très mobiles. Et leur mobilité va être affectée par un certain nombre de modifications post-traductionnelles que vous pouvez avoir sur ces branches, ces queues des histones. Et là, ici, vous avez une liste, je ne vais pas passer à travers, d'un différent type de modifications. Vous avez un grand nombre de modifications possibles au niveau de ces queues des histones. Et ces différentes modifications vont avoir un rôle de signalisation, ce que l'on appelle le code des histones. Donc vous avez des signaux qui vont agir soit sur les remodeleurs de la chromatine, soit sur des écrivains ou des effaceurs. Donc ce sont des protéines qui vont pouvoir mettre ou retirer les marques sur les queues des histones. Et ensuite, vous avez d'autres protéines qui vont être des lecteurs et qui vont lire l'information qu'il y a sur la queue des histones. Et ces lecteurs, eh bien, il va y avoir une sortie transcriptionnelle d'amplitude variable. Donc il va y avoir intégration de l'ensemble de la lecture de cette information et interprétation pour agir sur la compaction de l'ADN, mais aussi sur la régulation transcriptionnelle. Alors, il y a un certain nombre de techniques qui permettent maintenant d'aborder ça in vivo, directement sur le noyau. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces technologies, mais vous avez des technologies de ChIP-seq qui vont permettre de cartographier des protéines sur le génome, en particulier les facteurs de transcription. Vous pouvez faire aussi du ChIP-seq pour les modifications d'histones, c'est-à-dire déterminer où se trouve chacun type de modification. Vous avez le DNA-seq qui vous permet de voir les ouvertures dans l'ADN, donc les endroits où il n'y a pas de protéines. Où il y a des protéines plutôt, et le FER-seq qui fait l'inverse, qui va vous permettre de voir où se trouvent les trous dans l'ADN.
Et donc, toutes ces technologies vous permettent d'avoir une cartographie à l'échelle du génome de la position de facteurs de transcription ou des zones qui sont ouvertes dans l'ADN, donc accessibles à un certain nombre de protéines. Là, vous avez un exemple des résultats qui ont été obtenus en faisant la cartographie d'un certain nombre de modifications d'histones. Et on voit en fonction si le gène est actif ou s'il est inactif. On ne va pas retrouver le même type de modification le long du gène. Et on va trouver aussi un certain nombre de modifications qui vont avoir un rôle spécifique. En particulier, vous pouvez voir qu'ici, au niveau du promoteur, eh bien, il y a des marques telles que la triméthylation d'H3K4 qui va être principalement retrouvée. Et au niveau, par exemple, quand le gène est inactif, eh bien, on retrouve des marques associées à la répression de la transcription. Alors, ça, c'est un des résultats que nous, on a obtenus au laboratoire. On s'est posé la question à savoir, voilà, une séquence qui peut être reconnue par un facteur de transcription va pouvoir être présente en très, très grande quantité sur l'ensemble du génome. Et qu'est-ce qui va faire que le facteur de transcription va venir se lier sur cette séquence-là? Est-ce qu'il va se lier sur tous? Est-ce qu'il va se lier uniquement sur certaines? Et quels vont être les déterminants qui vont faire qu'ils vont se lier sur certaines? Ici, on a fait un chip-sec pour le récepteur aux hormones thyroïdiennes. Et là, vous avez uniquement un locus du génome où se fixe ce récepteur. Vous liez à 2 positions. Exactement. Or, si on regarde cette séquence du génome, eh bien, des sites putatifs de fixation de ce récepteur, eh bien, ils sont très nombreux. C'est tous les petits traits que vous voyez là. Il y en a plus d'une centaine. Après, si on regarde, le site le plus aimé par ce récepteur, c'est des répétitions directes de certaines séquences, d'hexamères, et on en trouve 32 sur la zone là. Alors comment ça se fait? Alors qu'on a des centaines de sites putatifs, il n'y ait que 2 sites sur lesquels le récepteur va venir se fixer. Tout bonnement parce que la séquence linéaire, la séquence, eh bien, n'est pas suffisante. C'est l'organisation de la chromatine qui va pouvoir orienter l'endroit où le récepteur va venir se fixer sur le génome. Et quand on a regardé ça, on a essayé de regarder des sites qui sont connus pour être présents au niveau des promoteurs ou au niveau des enhancers. Et vous pouvez voir, alors ici il y a les 2 petits pics qu'on ne voit pas très bien, correspondant à la position de notre récepteur. Vous pouvez voir, quand on a fait des chips secs pour certaines marques des histones, en particulier la méthylation d'H3K4, eh bien on retrouve un pic pile à l'endroit où se trouve notre récepteur. Donc il y a vraiment un lien entre l'organisation de la chromatine et le positionnement des facteurs de transcription sur l'ADN. Et donc la séquence ne suffit pas, il faut aussi une organisation particulière de la chromatine pour permettre la fixation de ces récepteurs. Alors maintenant, on va passer à un niveau supérieur, qui est un peu la recherche du XXIe siècle dans la régulation de la transcription. Eh bien, c'est comment aborder cette régulation dans l'espace nucléaire. Et donc, quel rôle va avoir l'organisation 3D du génome dans le noyau, dans la régulation de la transcription? Alors, voilà ce qu'on avait au départ, linéaire. Et est-ce que quand on met nos chromosomes dans le noyau, on a cette espèce de plat de spaghetti? Est-ce qu'il y a une organisation particulière des chromosomes dans le noyau? Est-ce qu'ils sont positionnés à des endroits bien précis? Bien, la réponse est oui. Dans la présentation précédente, on vous a parlé de fiches. Donc, il y a possibilité de marquer les chromosomes avec des sondes. C'est ce qui a été fait ici. Vous voyez, chaque chromosome a été marqué avec des sondes. Et ensuite, ils ont essayé de regarder l'interphase, eh bien, où étaient situés ces chromosomes. Et en fait, vous n'avez pas une soupe de chromosomes. Chaque chromosome va être positionné à un endroit bien particulier. Et donc, vous voyez là, l'image qui est là, eh bien, si on retranscrit après ces données-là, eh bien, vous pouvez voir que le chromosome 3 est ici, le chromosome 2 ici, et il n'est pas mélangé avec les autres chromosomes. Donc, il y a vraiment un positionnement bien particulier des chromosomes dans le noyau. Là, vous voyez, quand on passe des chromosomes métaphasiques jusqu'en interphase, vous voyez, il n'y a pas mélange des chromosomes. Alors, comment aborder ces technologies, enfin cette information? Eh bien, aujourd'hui, il y a une méthode qui s'appelle la capture de la conformation des chromosomes, qui permet justement de pouvoir avoir une idée de l'organisation de l'ADN dans le génome. Alors, comment on fait ça très rapidement? Vous avez, si on se concentre ici sur ce qu'il y a dans le focus qui est ici, vous allez voir que en fait, là, la séquence d'ADN bleu et la séquence d'ADN rouge sont à proximité, ainsi que la verte avec la bleue ici et la rouge avec la bleue ici aussi. Eh bien, si on fragmente l'ADN, qu'on fait d'abord une fixation pour figer cette organisation-là, si on fragmente l'ADN, vous allez pouvoir relarguer des complexes comme ça, où la bleue va être liée à la rouge. La bleue aussi va être liée ici à la verte et ici à la rouge. Et ensuite, l'étape suivante, c'est de faire de la ligation, qui va vous permettre, en faisant la ligation à proximité, eh bien, de lier le morceau d'ADN bleu avec le morceau d'ADN rouge.
vous avez aussi le morceau d'ADN rouge qui va se relier sur lui-même. Et ici, dans ce complexe-là, vous allez avoir le vert qui va se lier au bleu, le bleu qui va pouvoir se lier au rouge, le rouge qui va pouvoir se lier au vert, et ainsi de suite. Et ensuite, les morceaux d'ADN que vous allez relarguer, eh bien, vous allez pouvoir les analyser. Alors, il y a différentes méthodes d'analyse. Vous avez la 3C qui vous permet, par rapport à un site de départ, d'aller voir sur quel site il y a une interaction. Le 4C qui est avec un site de départ, aller voir tous les sites potentiels d'interaction. Le 5C, c'est une version haut débit du 3C, où pour plein de sites, vous allez avoir plein de sites sur lesquels ça interagit. Et le IC, alors là, qui est le gros bazar, c'est tout avec tout. Voilà. Alors, à quoi ressemble ce type de données? Alors, c'est un des problèmes de la génomique, c'est fonctionnel, c'est que très souvent, les images ne sont pas obligatoirement faciles à lire. Alors, quand il s'agit ici d'analyse de PCR, vous voyez, on voit des pics, et donc à chaque fois qu'on a un pic, c'est une interaction, donc ça, c'est relativement facile à lire. Là, ici, pour le 4C, c'est pareil, on a des pics, donc dès qu'on voit un pic, on a une interaction. Par contre, vous voyez, pour les manips de 5C ou de IC, on a des cartes d'interaction, et donc on se retrouve avec ce genre d'image, et dans ce genre d'image, il y a de l'information, qui n'est pas obligatoirement facile à lire. Alors, je vais essayer de vous convaincre qu'on peut quand même le lire de manière pas trop difficile. Quand on voit des choses comme ça, en fait, ici, cette image-là, ça correspond à des sous-compartiments. Donc, la zone que vous voyez là, ça correspond à la zone que vous avez ici, où en fait, vous avez un certain nombre de pelotes d'ADN. Et si on fait un focus sur ça, ben, vous voyez qu'un carré, ça va être un domaine, donc une pelote. Et ensuite, ben, un point d'interaction entre deux carrés, et ben, ce point, ça va être ben, le contact entre deux molécules d'ADN. Donc, voilà comment on lit ce type d'interaction. Alors évidemment, quand on regarde comme ça avec un focus important, on peut arriver à le faire. Par contre, c'est vrai que dès qu'on est sur une carte comme ça, eh bien là, vous voyez évidemment que ce sont les outils de la bioinformatique qui permettent de pouvoir rentrer dans le détail de ce qui se passe là. En revanche, il y a quand même un grand nombre d'informations qui a été obtenu avec ce type de résultat. Le type d'information, c'est qu'en fait, déjà, l'ADN, vous avez vu, les chromosomes sont ensemble, mais après, ces chromosomes, enfin, sont ensemble, sont chacun les uns à côté des autres. Par contre, après, à l'intérieur, on peut arriver à trouver en fait des pelotes. Et donc, c'est ce que vous avez là, votre locus, c'est sous forme de pelote, et chaque pelote est distinguée par, vous voyez, un triangle d'interaction. Donc, on a plein d'interactions à l'intérieur des pelotes. Par contre, vous voyez que cette pelote-là ne va pas interagir avec la pelote qui est à côté. Là, ici, on voit qu'elle n'interagit pas du tout parce que la bordure est vraiment très nette. Par contre, la pelote qui est là et la pelote qui est là, vous voyez, il y a quelques petites interactions entre les deux. Ensuite, autre chose que l'on peut voir, c'est que vous avez ces triangles-là, mais on voit des sous-triangles à l'intérieur. Et donc, à l'intérieur de ces grands triangles, eh bien, vous avez à nouveau deux sous-ensembles. Et ainsi de suite. Ici, à l'intérieur de ce sous-triangle, vous voyez deux autres sous-triangles, donc vous avez deux autres sous-ensembles. Et en fait, ces grands ensembles-là, ces grands triangles-là, c'est ce qu'on appelle des topological associating domains ou domaines topologiques associés. Donc, c'est des regroupements, c'est des zones concentrées de votre ADN. Alors, ce type d'analyse, en poussant un peu plus loin par rapport à l'information qui est ici, eh ben, on peut arriver à reconstituer complètement la position de chaque locus d'ADN dans le noyau. Alors, quelle information on tire à nouveau de ce genre de choses? Eh bien, si on compare par exemple, ici vous avez 3 mammifères, la souris, le singe et le chien, eh bien, les TAD, les fameux domaines topologiques, eh bien, on retrouve, vous voyez, les mêmes TAD chez ces 3 espèces. En revanche, après, si on regarde en interne dans ces TAD, eh bien, on va voir des variations. Mais au niveau des TAD, on retrouve une certaine conservation entre les mammifères. Donc les TAD seraient conservés, par contre, les sous-TAD ne sont pas conservés. Autre point intéressant, c'est que si vous prenez qu'est-ce qui se passe entre la cellule mère et les cellules filles? Est-ce qu'on retrouve les TAD? Et est-ce qu'on retrouve les TAD positionnés à côté des mêmes TAD? Ben, quand on regarde le TAD qui est ici, en bleu, avec le T, on voit qu'il y a un certain nombre de TAD qui sont autour. Et ben, si la cellule se divise, vous voyez que le T, il va être entouré de TAD qui ne vont pas être obligatoirement les mêmes. Mais par contre, les TAD vont se retrouver après la division. Donc il y a conservation des TAD. Par contre, le positionnement des TAD les uns par rapport aux autres va varier. Alors comment on peut arriver à faire ces repliements de l'ADN? Eh bien, soit parce que vous avez deux protéines qui vont se lier l'une à l'autre et qui sont sur des sites de fixation distants l'une de l'autre, donc ça va former une boucle. Soit vous avez d'autres protéines
qui sont ici, la coésine et CTCF, qui vont pouvoir faire des liens pour créer des boucles et faire que deux protéines qui n'ont pas d'interaction vont se retrouver à proximité. Vous avez aussi les contraintes physiques sur l'ADN qui vont former ces boucles, ou alors vous avez aussi l'attachement de l'ADN à la matrice nucléaire qui vont permettre de pouvoir faire ce genre d'interaction. Alors, pour vous montrer un petit peu, pour aller plus loin, l'importance de cette organisation de la chromatine dans le noyau, nous, au laboratoire, on a essayé de déterminer les gènes cibles directs des récepteurs aux hormones thyroïdiennes pour essayer de comment fonctionnait cette hormone au niveau du noyau. Ça passe par une interaction de l'hormone avec son récepteur, qui est un facteur de transcription et qui va agir sur la transcription. Or, cette hormone, elle fait plein de choses. Et pour arriver réellement à distinguer quelle est la première étape de son action, on a voulu savoir quels étaient ces gènes cibles directs. Et donc pour ça, on s'est dit, on va cartographier la position du récepteur aux hormones thyroïdiennes sur le génome, et on va cartographier les gènes qui répondent aux hormones thyroïdiennes, et on va faire un lien entre la position du récepteur et les gènes cibles. La seule chose, c'est que ce n'est pas aussi facile que ça. Vous allez voir pourquoi. Et le modèle qu'on utilise, c'est la métamorphose des amphibiens. Tout bonnement, pour qu'un tétard se transforme en grenouille, eh bien, il faut de l'hormone thyroïdienne. Et donc, on avait un modèle pratique pour regarder l'effet des hormones thyroïdiennes, surtout que c'est des effets très divers. Vous voyez, le tétard, il va perdre sa queue, il y a les pattes qui vont apparaître. Donc, il va se passer plein de choses sous l'effet des hormones thyroïdiennes pendant son développement. Alors, comment on a fait la transcription? On l'a fait à différentes manières. On a fait du RNA sec classique. Donc, on prend les ARN, on les fragmente, on les séquence, avec les techniques de séquençage à haut débit que vous avez vu ce matin. Et ensuite, on repositionne les séquences sur le génome. Et le système est quantitatif. Donc, en fonction du nombre de séquences que vous positionnez sur le génome, vous avez une idée du niveau de transcription. Et là, vous avez, pour ce gène-là, en absence d'hormones, un niveau d'expression. Quand vous rajoutez de l'hormone, le niveau d'expression augmente parce que le signal augmente. Voilà comment on distingue les gènes cibles des hormones thyroïdiennes. Par contre, nous, on avait besoin aussi de savoir où étaient les gènes dans notre espèce. Parce que c'est une espèce modèle, mais qui n'est pas aussi bien caractérisée que l'homme. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait d'autres technologies pour arriver à savoir où démarrer la transcription et où terminer la transcription de manière à borner les gènes dans notre espèce. C'est ce qu'on appelle, ce que vous avez entendu parler ce matin, de l'annotation des génomes. Avoir la séquence, ça ne suffit pas, il faut savoir où est l'information fonctionnelle dessus. Et on a fait aussi du pRNA sec pour annoter les exons sur l'ensemble du génome. Alors, ça nous a permis d'avoir les gènes cibles directs et indirects. Maintenant, qu'en est-il de la position des récepteurs aux hormones thyroïdiennes, donc ce facteur de transcription? Alors, on a utilisé une technique un peu particulière qui s'appelle le Kiapet. Et on a choisi cette technologie tout simplement parce que, très souvent, les éléments régulateurs ne se trouvent pas à proximité des promoteurs. Ils peuvent être très, très éloignés. Et une fois qu'ils sont très éloignés, comment vous les liez avec le signe d'initiation de la transcription? Vous n'avez pas réellement de moyens. Et c'est un des soucis, en fait, à l'heure actuelle, de toutes ces manipes de chipsec pour positionner les facteurs de transcription, c'est qu'il y a une grande partie de l'information qui est jetée à la poubelle, tout simplement parce qu'on ne peut rien en faire. Et donc, nous, on a choisi tout de suite d'aller un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on a une technologie, le Kiapet, pour Chromatin Interaction Analysis by Per-N Tag Sequencing. Je ne rentrerai pas dans le technique de la cuisine parce que c'est excessivement complexe. Mais en même temps, on a l'information chip-sec, où est positionné notre récepteur. Et on a aussi, avec comme méthode de capture de la conformation des chromosomes qui est intégrée dans la technologie, le lien entre le site où se trouve le récepteur et le site d'initiation de la transcription des gènes cibles. On a tout grâce à la même technologie. Et en utilisant ça, on a un réseau d'interaction de la chromatine liée au récepteur aux hormones thyroïdiennes. Et donc, ce qu'on a vu, c'est déjà quand on regarde où est le récepteur aux hormones thyroïdiennes, il peut être en amont d'un gène, il peut être en aval, il peut être dans le corps d'un gène. Parfois, on a des choses un peu compliquées. Là, vous voyez, il a du récepteur, mais il est dans le corps de deux gènes qui se chevauchent. C'est des choses qu'on peut voir. Alors, comment lier l'un par rapport à l'autre? Et sinon, parfois, vous avez le récepteur qui est là dans des déserts de gènes. Là, vous avez 2 mégabases, il n'y a pas un gène. Vous voyez, le récepteur est dans 2 mégabases, il n'y a pas de gène autour. Donc, s'il est là, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est lié à un gène qui est très très loin? Ou est-ce qu'il est là, on ne sait pas pourquoi? Comme ça, en attente, pour quelque chose de... On ne sait pas. Alors, ensuite, si on regarde la distance entre les sites de fixation du récepteur et les gènes, qu'ils soient régulés ou pas par les hormones thyroïdiennes, vous voyez qu'ici, on voit un pic, ici, qui correspond en fait à une distance entre 10 000 et 100 000 paires de bases. Donc, la majorité des récepteurs se trouve au moins à 10 000, voire 100 000 paires de bases du gène le plus proche. Donc il n'est pas à côté. Par contre, on a vu c'est à une distance inférieure à 1 mégabase, qui est quelque chose d'assez intéressant parce que 1 mégabase, c'est à peu près la taille moyenne des TAD dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ensuite, si on regarde, là c'était par rapport à l'ensemble des gènes,
qu'est-ce qui se passe quand on regarde les gènes cibles des hormones thyroïdiennes? Quand on regarde les gènes cibles aux hormones thyroïdiennes, c'est le pic que vous avez jaune ici. Là, donc si vous avez par rapport au gène le plus proche, là, c'est par rapport au gène cible. Vous voyez qu'il y a un décalage. Il est encore plus loin. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, si on regarde où se trouve le récepteur aux hormones thyroïdiennes et qu'on parcourt le génome, le gène cible, on va le retrouver après un autre gène. Donc vous voyez, c'est de lier la position d'un facteur de transcription par rapport au gène le plus proche. C'est très compliqué, parce que très souvent, le gène cible, il va être encore plus loin. Alors maintenant, quelques exemples. Là, vous avez un récepteur qui se trouve au niveau du promoteur d'un gène cible, et le signal aux hormones thyroïdiennes. Donc ça, on a un certain nombre de cas comme ça, où le récepteur est situé au niveau du promoteur. Mais ensuite, on a la majorité des cas où le récepteur il va être bien plus loin. Là, vous voyez, ce gène, qui est KLF9, il est régulé par les hormones thyroïdiennes. Ça, c'est le résultat du RNA sec. Et là, vous voyez, on a plusieurs sites de fixation du récepteur, un ici, un là, et on voit un tout petit peu ici au niveau du promoteur. Et par contre, au niveau des interactions longue distance, donc l'information chromosome conformation capture qu'on récupère dans notre technologie, nous a dit qu'il y avait une interaction entre ce site-là et ce site-là, et entre ce site-là et ce site-là. Alors là, on se retrouve ici avec un site, on ne sait pas ce qu'il fait, il interagit avec rien. Donc le récepteur est là, mais on ne sait pas pourquoi. Par contre, on sait que ce site-là, il va interagir avec celui-là, qui va interagir avec le promoteur du gène. Donc probablement, ici, vous avez la formation de deux boucles, une boucle qui va lier cet endroit-là avec celui-là, et celui-là avec le promoteur du gène cible. Et comme ça, on peut dire que ce gène est un gène cible direct parce que le promoteur de ce gène interagit avec des sites de positionnement du récepteur aux hormones thyroïdiennes. Alors ici, vous voyez les distances entre le promoteur et le premier site, il y a 6000 paires de bases, et ici, entre ce site-là et celui-ci, il y a 33 000 paires de bases. Donc on reste quand même dans une échelle relativement pas trop importante non plus. Mais là, je vais vous montrer un cas où là, on a des interactions très longue distance. Vous avez le gène BSCL6 ici, qui est régulé par les hormones thyroïdiennes. Vous voyez le signal RNA sec. On voit une augmentation de l'expression. On trouve un premier site ici, à peu près 60 à 80 000 paires de bases du gène, où se trouve le récepteur, mais qui interagit avec rien. En revanche, quand on va plus loin, à 150 000 paires de bases, vous voyez, dans la partie 3' de ce gène, qui n'est pas transcrit, pas de signal RNA sec, dans la partie 3' de ce gène, il y a un site qui fait une interaction longue distance avec le promoteur du gène BSCL6. Et donc à 150 000 paires de bases. Ensuite, on a trouvé un autre site, qui est ici, qui se trouve à 330 000 paires de bases de ce site-là. Et vous voyez, entre ce site-là et le gène BSCL6, il y a deux autres gènes. Et donc ici, vous allez avoir une interaction, vous voyez l'information qui est là, entre ce site-là et ce site-là. Donc vous voyez, pour réguler ce gène BCL6, il va y avoir deux sites de présence du récepteur aux hormones thyroïdiennes, un à 150 000 paires de bases et un deuxième qui va se trouver à près de 480 000 paires de bases du site d'initiation de la transcription du gène cible. Donc vous voyez, quand les gens qui font du chip-sec veulent essayer de faire du lien entre le positionnement d'un site de fixation d'un facteur de transcription avec le gène cible, s'ils n'ont pas d'information 3D du génome, ils ne peuvent pas faire le lien, tout simplement. Donc très souvent, ils restent dans les 10 000 paires de bases, voire certains qui vont jusqu'à 100 000, mais ceux qui vont jusqu'à 100 000, en fait, ne savent pas réellement ce qu'ils regardent. Donc voilà ce qu'il y a dans le noyau au niveau de ce locus. Vous allez avoir deux boucles qui vont se former, une qui fait 130 000 paires de bases, une autre qui fait 330 000 paires de bases, et qui va permettre de mettre en relation les sites de fixation du récepteur aux hormones thyroïdiennes avec le gène BCL6 pour permettre sa régulation sous l'effet des hormones thyroïdiennes. Donc vous voyez des interactions à très longue distance. Alors, pourquoi il y a besoin de ces interactions à très longue distance? Tout simplement parce que c'est le meilleur moyen pour mettre à proximité ces éléments régulateurs avec le site d'initiation de la transcription. Et donc, on va retrouver à ce niveau-là les protéines dont je vous ai parlé tout à l'heure pour former les boucles, CTCF et la coésine, qui vont pouvoir permettre justement de mettre en relation ces différents éléments régulateurs et promoteurs. Alors, un des intérêts que ça peut avoir, je vous ai dit tout à l'heure que dans le domaine des TAD, les régulations se font à l'intérieur des TAD, et donc entre les TAD, il y a des genres de zones qui permettent d'isoler les TAD les uns par rapport aux autres. Or, donc, ici, vous avez l'élément régulateur qui est ici, il va agir sur le gène qui est à l'intérieur du TAD, et en général sur les gènes qui sont dans les TAD. On voit quasiment pas
d'éléments régulateurs qui vont agir sur d'autres TAD. En revanche, si lors de l'évolution, il y a des mutations, et donc si vous avez la bordure ici qui va disparaître, suite à une perturbation différente du stade, vous pouvez avoir une délétion du site qui est ici, ou alors des mutations qui vont entraîner un changement de fixation des facteurs importants pour former ces zones isolantes, ou alors la méthylation des sites qui sont ici, qui va empêcher la fixation des protéines qui font justement l'isolation, eh bien, vous allez avoir un seul TAD dans lequel votre gène qui ici dans ce contexte-là n'était pas affecté par cet élément régulateur, eh bien, potentiellement, il va pouvoir se retrouver affecté par cet élément régulateur parce qu'il va faire partie du même TAD. Donc au niveau du locus, ici, vous allez avoir deux pelotes d'ADN qui sont indépendantes l'une de l'autre. Par contre, ici, dans ce contexte-là, vous allez avoir une seule pelote d'ADN. Un autre élément qui peut permettre justement de faire ces changements dans la régulation transcriptionnelle, donc là, c'est pour vous montrer que en fait, l'organisation 3D va agir sur l'expression du génome. Eh bien, si vous avez un réarrangement chromosomique, où là, votre élément régulateur qui agit sur ce gène-là, il y a un réarrangement qui le fait passer dans l'autre TAD, eh bien, au lieu d'agir sur ce gène-là, eh bien là, il va agir sur celui-là. Et ça va changer les niveaux d'activation des gènes. Donc l'organisation chromosomique a réellement un rôle très très important dans la régulation de la transcription dans la cellule. Alors pour terminer, comme vous avez pu voir, il y a plein de méthodes différentes d'analyse de la régulation des gènes aujourd'hui à l'échelle du génome. Vous avez le RNA-seq qui va vous permettre d'avoir une idée des transcrits qui sont synthétisés. Vous avez un certain nombre d'études in silico qui permettent d'avoir une bonne idée au départ de la notation et des certain nombre de fonctions qu'il peut y avoir sur le génome, mais ce n'est pas parfait. Il faut voir qu'aujourd'hui, clairement, c'est l'expérimentation qui va vous donner l'information exacte sur la fonction du génome. Et attention, cette expérimentation, c'est que ça va changer d'une cellule à une autre cellule. Donc il va être important, quand on veut se lancer à faire de la génomique fonctionnelle, d'avoir l'information pertinente par rapport au type cellulaire sur lequel on travaille. Vous avez tout ce qui est ChIP-seq qui vous permet de cartographier des protéines, cartographier tout ce qui est épigénome, cartographier donc tous les facteurs de transcription. Vous allez avoir le DNA-seq et le FER-seq qui vont vous permettre d'avoir une idée des zones accessibles sur le génome, donc où les protéines peuvent aller se fixer et où elles ne peuvent pas aller se fixer parce que la conformation fait qu'il va y avoir compaction du génome. Et vous allez avoir le IC qui va vous donner toute l'information sur la structure tridimensionnelle de votre génome dans le noyau. Et c'est l'intégration de toutes ces technologies, du 1D, donc de l'aspect de la séquence linéaire, donc ce que la génomique a apporté, sur laquelle se rajoute tout l'aspect génomique fonctionnel, aussi bien au niveau du 2D pour faire les réseaux transcriptionnels, qu'au 3D pour voir comment ces réseaux transcriptionnels fonctionnent dans le noyau de la cellule. Et aujourd'hui, on rajoute une quatrième dimension, qui est le 4D, c'est de voir la dynamique de ces systèmes dans le temps et voir comment cette organisation, eh bien, elle évolue en fonction de la dynamique cellulaire. Et je terminerai sur ce point-là. Je vous remercie pour votre attention.